On nous a vendu le leadership comme étant un ensemble de compétences managériales, mais en fait, c'est complètement faux. Et non seulement c'est faux, mais en plus de ça, ça a engrainé toute une série de comportements toxiques dans les environnements professionnels. Je m'appelle Issa Nawash, je suis entrepreneuse sociétale, autrice, et j'accompagne des femmes et des entreprises à développer un leadership plus durable, plus humain. Concrètement, pour moi, le leadership, déjà, ce n'est absolument pas lié à la question du management. Être manager, être responsable d'équipe, c'est complètement différent du leadership. Pour moi, chaque personne, chaque individu, toi qui me regardes, tu es ton propre leader. Déjà, le fait de pouvoir se leader soi-même, diriger sa propre vie, s'influencer soi-même, eh ben, tu incarnes déjà un style de leadership. Il y a plusieurs styles de leadership. Et c'est ça que moi, j'ai vraiment essayé de développer dans ma formation pour qu'on puisse parler et se reconnaître dans différents styles de leadership et ne pas voir ça comme étant juste une question de posture ou d'autorité. C'est vraiment une question de qui tu es, quelles sont tes valeurs, quel est ton profil de personnalité, à quoi tu aspires dans la vie, quelles sont tes valeurs qui sont négociables et non négociables, dans quel environnement est-ce que tu évolues professionnellement, personnellement. C'est vraiment partir de toi, de qui tu es, de ce que tu désires pour pouvoir trouver ton propre style et te développer par rapport aussi à l'environnement dans lequel tu es. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de la loi de l'incompétence, la loi de Peter, mais ça c'est typiquement une loi qui démontre à quel point le fait qu'on ait promu dans les entreprises des personnes qui sont à un moment donné expertes dans leur domaine, ben en fait quand quelqu'un est expert dans son domaine, ben on se dit ok, ben on va promouvoir la personne. Et donc on est dans une logique d'ascension hiérarchique qui est franchement dénuée de sens, parce que déjà tout le monde n'a pas envie forcément de monter au niveau hiérarchique. Moi je me suis retrouvée dans une situation où j'étais chef de département. Et puis, mon N+1 me parlait, me disait, OK, ben, la prochaine étape, ça va être directrice. Et je me dis, mais en fait, j'en ai rien à faire. Je me suis vraiment rendu compte à ce moment-là que je n'avais rien à faire du titre et que ce n'est absolument pas ce qui m'intéressait et c'est ce qui m'a d'ailleurs déclenché à changer de carrière. Donc, cette ascension hiérarchique, il faut déjà pouvoir la déconstruire parce qu'on associe ça au leadership, mais c'est absolument rien à voir. Donc, cette loi de Peter, qu'est-ce qu'elle dit? C'est une loi qui dit que comme tu es compétent, on te donne une promotion, bah, au fil du temps, tu vas arriver à un poste dans lequel tu ne vas plus être compétent. Et tu vas rester dans ce poste-là parce que tu n'es pas assez compétent pour passer au poste d'au-dessus. Et donc, il en arrive à cette conclusion de dire que finalement, dans les entreprises, il y a énormément de personnes incompétentes qui occupent des postes. J'ai travaillé plus de 10 ans dans une grande entreprise. J'ai vu des personnes très intelligentes, très compétentes et beaucoup de personnes dans des mauvaises positions. Souvent d'ailleurs, ce n'est pas une question d'incompétence de la personne. C'est souvent la personne n'est pas à la bonne place. J'ai eu par exemple des conflits avec des personnes qui étaient à une position et quand ces personnes changent de position, tout d'un coup en fait ça se passe super bien. Parce que souvent justement l'incompétence engendre des tensions. Donc quand on doit travailler avec quelqu'un qui n'est pas compétent dans son job, ben, on se retrouve à devoir faire le job à sa place, les projets n'avancent pas, donc ça crée énormément de tensions. C'est pour ça qu'il faut pouvoir comprendre qui tu es, ce que toi tu veux faire, ce dans quoi tu es bon, pour pouvoir ensuite te développer et trouver la position qui te correspond à toi-même. C'est pas forcément un échec de se rendre compte. Moi, par exemple, j'ai été à un moment donné, j'ai fait du pricing engineering. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, très vite, je m'embêtais parce que j'étais que dans l'opérationnel et pas assez dans la gestion du changement et c'est pas mon profil. Donc, j'ai été dans une position qui ne me correspondait pas. Et ça arrive. Mais pour ça, il faut savoir qui tu es pour pouvoir développer ça, pour pouvoir dire, OK, j'ai besoin de changer et vers où je vais changer. Donc, à partir du moment où on considère que le leadership, tout le monde l'a, ben c'est finalement quel est ton style et quelle est ta capacité à inspirer les autres, à t'inspirer toi-même et à être ancré. Alors moi, dans ma formation, je parle beaucoup d'ancrage. L'ancrage, c'est quoi? C'est cette notion où tu es en fait toi-même, tu trouves tes propres valeurs. Par exemple, un exercice que je fais, c'est de lister ses propres valeurs et de se dire, ok, ça c'est mes valeurs qui sont vraiment pas négociables. Okay, il y a des choses qui ne sont pas négociables, je ne veux pas rentrer dans un environnement professionnel, on va me forcer à y déroger. Par contre, il y a d'autres valeurs qui sont importantes, mais avec lesquelles, ok, je peux faire un peu de compromis. Et ça, c'est ultra personnel, et puis aussi, ça évolue avec le temps. Donc avec le temps, on se rend compte qu'il y a des choses parfois où, il y a des choses où c'était pour moi inimaginable, ben maintenant finalement c'est ok. Et pareil, avant des choses qui ne me dérangeaient pas. Et maintenant, ben, ça me dérange. Je vais te donner un exemple. Je suis musulmane, hein, obviously. Je fais mes prières.
Avant, ça ne me dérangeait pas trop quand j'étais dans un environnement professionnel assez chargé, je travaillais beaucoup, je voyageais beaucoup. Ben, je faisais mes prières assez souvent en retard. Maintenant que je suis devenue indépendante et que je suis beaucoup plus flexible dans mes horaires, en fait, je me rends compte à quel point ça me dérange fondamentalement. Vraiment, ça me crée un grand malaise lorsque je ne fais plus mes prières à temps. Et donc ça, c'est par exemple une petite chose où je me suis rendu compte que bah, finalement, j'ai évolué aussi avec le temps. Il faut se dire donc que pour en revenir à la question de l'incompétence, à cause de cette notion de leadership qui est fausse, ben, du coup, on se retrouve avec plein de gens incompétents. D'ailleurs, il y a une étude qui démontre que 82% des entreprises promeuvent ou recrutent des personnes à un poste de manager qui n'ont pas les compétences nécessaires pour manager les gens. Donc, c'est vraiment lié à cette notion d'expertise où on pense que parce que quelqu'un est expert dans un domaine, ben, il va être un super bon manager parce qu'on mélange tout. Okay, parce qu'on se dit, ben, en fait, la personne, c'est juste un profil leader expert. Et du coup, on va le mettre manager. Mais en fait, c'est pas forcément quelqu'un qui a envie de gérer les gens. Moi, par exemple, j'avais à un moment donné un manager. Il était brillant, vraiment. Enfin, son cerveau, je me disais, mais comment il fait en fait? Il fait des connexions partout, il a des modèles mathématiques dans sa tête. Vraiment, le gars ultra brillant. Du coup, ils l'ont mis manager, mais c'était un manager catastrophique. Honnêtement, il ne prenait absolument pas le temps pour les gens. Il n'aimait pas ça, en fait. Donc, il a juste été mis manager, il ne l'a pas demandé, et il s'est dit, ah oui, pourquoi pas? Ben oui, on te propose un poste de manager, tu as plus de salaire, c'est plus de prestige. Tu te dis, pourquoi pas? Et ben en fait, il était vraiment très mauvais en tant que manager, mais c'était un magnifique expert qui apportait énormément de valeur. Et donc, c'est là aussi, il faut se dire quel est mon profil, est-ce que j'ai envie de le faire ou pas. Et ça aussi, ça peut évoluer. Par exemple, moi, j'ai géré des gens, j'étais chef de département des entreprises avec 10 personnes. Et ben en fait, après, avec le temps, j'ai aussi géré des associations où j'avais plein de bénévoles, plus les employés. Et puis, en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que j'avais envie de faire une pause et je n'avais plus envie de gérer les gens. Donc aujourd'hui, je suis dans une phase où je suis plus en interaction avec les gens, mais je n'ai pas d'équipe à gérer parce que tout simplement, j'en ai pas envie. Et peut-être que dans 5 ans, j'en aurai de nouveau envie. Et donc ça aussi, c'est pas une question de compétence, c'est aussi une question d'envie à ce moment-là, de charge mentale, d'épuisement, de période dans ta vie où tu as envie de faire autre chose, où tu n'as pas envie forcément de prendre des responsabilités. Tu sais, être responsable déjà de toi et ta propre vie, c'est déjà un accomplissement. Euh, c'est important de pouvoir gérer sa propre vie et puis ensuite d'interagir évidemment avec ton écosystème. Pour moi, c'est essentiel d'assumer aussi ta responsabilité familiale, professionnelle, mais aussi en tant que personne faisant partie de la société. Et donc, qu'est-ce que tu fais pour tes voisins? Qu'est-ce que tu fais pour les différentes communautés qui sont près de toi? Qu'est-ce que tu fais pour ta ville? Ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Et donc, déjà, arriver à gérer tout ça, qui fait partie pour moi de l'engagement de la personnalité citoyenne de manière générale, c'est déjà un grand accomplissement. Et donc ensuite, l'ascension professionnelle, c'est quelque chose qui peut venir à un moment donné. Et puis des fois, ben, tu as peut-être envie de ralentir. Et c'est OK. Parce qu'il y a énormément de vertus dans le ralentissement. Moi, j'ai appris à ralentir. Et c'est ça qui m'a permis d'ailleurs de créer des choses. D'ailleurs, même mon livre, j'ai créé un modèle qui s'appelle le modèle Open. Et donc le livre que j'ai écrit, c'est Open Up Your Organization. Je l'ai écrit à un moment donné où je travaillais très peu. J'étais très productive, très peu productive. Et donc, c'est là où vraiment j'ai pu créer ce modèle, le modèle Open, qui est en fait un modèle que j'utilise aujourd'hui beaucoup pour travailler en entreprise sur le leadership, qui est comment est-ce que tu t'ouvres aux autres, le O, l'ouverture, en t'ouvrant évidemment d'abord à toi-même. Le P, c'est la patience. Comment est-ce que tu as suffisamment de patience avec les gens? Ça, c'est pas si facile, hein, parce que finalement, la patience, moi, par exemple, c'est quelque chose qui n'était pas pour moi naturel et que j'ai dû apprendre. Mais il y a énormément de vertus dans la patience. Et la question de l'empathie, déjà de l'empathie avec moi-même. Et là, par exemple, quand je travaille avec les femmes, ben, j'insiste beaucoup plus sur cette notion d'empathie envers elles-mêmes parce que je me rends compte que les femmes ont plus cette notion de sacrifice par rapport à l'autre et donc elles manquent d'empathie envers elles-mêmes et elles ont un surplus d'empathie envers les autres. Évidemment, c'est une généralité, mais en général, c'est ce que j'observe. Et donc, les femmes, on va dire, ok, que l'empathie envers toi-même et puis l'empathie envers les autres, ça doit être dosé. Okay? Si on a trop d'empathie envers les autres, ben on va manquer aussi on risque de manquer d'empathie envers nous-mêmes. Donc, il faut un équilibre. Et puis le N, c'est pour être naturel. Et donc, le modèle, c'est comment est-ce que je peux m'ouvrir aux autres tout en étant naturel, tout en étant authentique, en restant moi-même. Et pour ça, j'aurais besoin de patience et d'empathie. Et donc, dans ce modèle, qui est essentiel, c'est cette notion aussi d'authenticité, de se dire que je suis qui je suis et
j'interagis avec mon environnement en m'ouvrant aux autres. Je ne peux pas juste dire je suis qui je suis, débrouillez-vous, moi c'est comme ça et c'est tout. C'est pas comme ça que l'interaction marche. Il faut que les autres personnes aussi peuvent être naturelles. Donc le N de naturel du modèle open, c'est pas juste moi je vais être naturel. C'est comment est-ce que les personnes autour de moi peuvent être naturelles et qu'on ait ce safe space dans lequel on est chacune peut être soi-même. Et donc c'est essentiel que je puisse m'ouvrir aux autres. Et c'est essentiel que je sois parfois très patiente pour essayer de les comprendre. Je donne un exemple. Typiquement, moi je suis quelqu'un qui aime bien prendre des actions très vite. J'ai une information, j'analyse, hop hop hop, la décision elle est prise, j'y vais. D'autres personnes ne sont pas comme ça. D'autres personnes ont besoin de temps, elles ont besoin de réflexion. Et ça, c'est aussi essentiel quand on travaille sur son propre leadership, de pouvoir se dire finalement, dans mon leadership, je dois aussi accepter le leadership de l'autre et cette personne a besoin de temps pour réfléchir. Et ça aussi, dans le management toxique qu'on a beaucoup dans les entreprises, on a en quelque sorte le manager qui a sa façon de faire et tout le monde doit s'adapter. Mais c'est pas comme ça. Justement, le leadership, il doit être social, il doit être inclusif et il doit permettre à ce que chaque personne puisse être elle-même. Et donc, par exemple, moi, j'ai dû apprendre à attendre, à me dire, ok, elle a besoin de plus de temps. Mais en fait, quand je lui donne ce temps à cette personne-là, c'est juste incroyable après ce qu'il dégage, parce que la personne va venir avec des remarques, des choses que je n'avais pas vues. Et donc, il y a là, dans l'intelligence collective énormément de vertus, énormément de valeurs. Et pour ça, il faut pouvoir valoriser les autres. Il faut pouvoir valoriser, et qu'importe le titre, vraiment qu'importe le titre. Je me rappelle encore d'un directeur. Une fois, on était dans un grand séminaire à Paris. On était 150 personnes. Et on parlait de la restructuration d'entreprise. Et en fait, tout le monde parlait de plein de choses. Et moi, j'étais complètement déconnectée. En fait, je me disais, mais ils sont à côté de la plaque. L'entreprise, elle disait, oui, on veut faire la RSE, responsabilité sociétale d'entreprise, donc on veut faire voilà, du bien dans notre environnement. Et au fait, tout ce qui me parlait, les gens, c'était le bien pour eux en tant qu'employés et pas du tout pour l'environnement, pas du tout pour la société extérieure. Et donc, moi, j'ai été complètement déconnectée et donc j'étais sortie de la salle parce qu'en fait, quand je parlais, je me rendais compte que ma parole n'était pas audible et j'étais une minorité. Il n'y avait que ma petite voix qui disait mais non, c'est pas comme ça, etc. Mais non, il faut penser aux autres. Et puis, du coup, je sors et je me rappelle que j'étais là en train de regarder les canards en me disant tiens, qu'est-ce que je vais faire ici? Et puis, j'ai un collègue qui, lui, était directeur en Italie, qui vient chez moi et qui me dit ouais, tiens, toi aussi, tu déconnectes? Je fais oui, vraiment, je ne me retrouve pas. Et puis, j'en ai un autre d'Amérique latine qui vient aussi. Et puis, on se retrouve et en fait, on se rend compte qu'en fait, on pense exactement la même chose. Mais aucun d'entre nous n'a osé vraiment prendre la parole publiquement et dire. Alors moi, du coup, ça y est, je suis chargée, je me dis, je ne suis pas la seule. J'ai cette minorité silencieuse. Je retourne dans la salle et au moment où voilà, ils présentent les conclusions, moi, je me lève et je dis, en fait, je suis pas d'accord et je pense qu'en fait, vous loupez complètement l'objectif de la journée. Il n'y a aucune responsabilité sociale de l'entreprise ici. C'est uniquement pour les employés. C'est très bien de travailler sur le bien-être des employés. Mais au niveau environnemental, je ne vois pas l'effet. Et aussi au niveau social, au niveau des gens, des êtres humains qui vivent en dehors de notre tour, ben, en fait, ces gens-là, on ne fait rien pour eux, on n'a rien prévu pour eux. Et là, j'ai vu les gens en mode, ah, celle-là, limite l'altermondialiste, là, elle va encore nous parler de toutes ces utopies et tout. Et puis, il y a un directeur qui s'est levé et il a dit, Issan is right, Issan a raison. En fait, ça ne va pas du tout, on s'est perdu. Et là, comme c'était un directeur, bah, du coup, tout le monde a fait, oh ouais, oh, un directeur très réputé, voilà, et très apprécié. Et là, les gens ont commencé à écouter. Et là, je me suis dit, voilà, en fait, là, il a fait preuve d'un leadership juste incroyable. Il a utilisé son poste, sa position, pour véhiculer une parole beaucoup plus forte. Et il a osé me donner à moi une voix plus importante. Et il a osé aussi aller à contre-courant. Et ça fait partie aussi du leadership. Et ça, pour moi, c'est l'exemple type du leader inspirant. Quelqu'un qui arrive à être humble, à reconnaître qu'une autre personne a raison, à la mettre en avant, à dire haut et fort ce qu'elle pense. Ça, c'est pour moi vraiment un exemple type de comportement exemplaire, parce qu'on dit souvent en entreprise que l'exemplarité doit venir du top management. Ça, pour moi, c'est un exemple type, et de pouvoir dire, ok, je suis d'accord, en fait, on est à côté de la plaque. Et ça, c'est une grande remise en question. Et c'est une énorme force, parce qu'on a souvent tendance à penser que la vulnérabilité
c'est une faiblesse. Bien au contraire, pouvoir accepter sa vulnérabilité, gérer nos erreurs, ça nous permet d'être beaucoup plus forts. Je me rappelle encore quand j'étais rentrée dans un conseil d'administration, honnêtement, plein syndrome de l'imposture, j'en parlerai sûrement une autre vidéo, et j'osais pas m'exprimer. Je me disais, je comprenais pas. Et je sais pas trop le dire, parce que je me suis dit, en fait, qu'est-ce que je fous là? Enfin, genre, ils sont tous 10 fois plus compétents que moi, 20 ans de plus que moi. Et à un moment donné, j'ai dit, en fait, je comprends pas. Je ne suis pas capable à ce niveau-ci de prendre une position parce que je n'ai pas assez, je ne comprends pas bien le dossier. Donc j'ai besoin de mieux l'analyser pour pouvoir me positionner. Et là, ce qui était marrant, ce qui était très étonnant, c'est que mes collègues m'ont dit après, en fait, quand tu as dit ça, on s'est dit, ah, cette femme, elle a super confiance en elle. Et en fait, on peut vraiment lui faire confiance parce que si elle ne sait pas, elle ne va pas s'exprimer. Et donc, pouvoir reconnaître que tu ne sais pas et de dire, j'ai besoin de plus analyser avant de prendre une position, du coup, quand tu t'exprimes, on sait qu'on peut te faire confiance. Et alors, j'avais une autre collègue qui était là dans le conseil d'administration depuis 2 ans, qui m'a dit, en fait, c'est trop génial parce que moi, il y a plein de fois, je ne comprends pas, j'ai jamais osé le dire. Et donc là, c'est vraiment très bête parce que du coup, en fait, on ne monte pas en compétence. C'est-à-dire qu'on reste dans cette posture où on ne comprend pas. Et donc, tant qu'on ne comprend pas, on ne comprendra pas la suite. Et donc, c'est important de pouvoir dire aussi, en fait, je ne comprends pas. Ou je ne sais pas. Ou je ne suis pas capable de décider. Et donc, cette vulnérabilité, alors évidemment, c'est dans un environnement bienveillant. Parce que j'ai déjà entendu des témoignages. Par exemple, une femme que j'ai coachée qui travaillait dans un milieu d'avocats très, très agressif. Et dans son milieu super toxique, elle ne pouvait pas se permettre de dire je ne sais pas, elle allait se faire démonter. Donc évidemment, ici, les conseils que je donne, c'est en espérant que vous travaillez dans un environnement bienveillant qui accepte la différence et qui est ouvert. Okay, si vous êtes dans un environnement toxique, c'est complètement différent. D'ailleurs, je vous invite à essayer d'en sortir si vous pouvez. Ce n'est pas toujours si facile, mais d'essayer d'en sortir. Parce que vous n'allez pas pouvoir vous développer dans un environnement toxique, ça peut que mal se passer. Dans la formation que j'ai créée, ce qui en ressort des premières personnes qui ont participé, c'est qu'elles m'ont dit, écoute, j'ai déjà fait plein de formations en leadership, et elles en ont déjà fait plusieurs en formation en entreprise. Elles me disent, mais finalement, ta vision, elle est beaucoup plus forte, ça m'a beaucoup plus marqué, parce que tu parles d'un leadership humain, d'un leadership social, d'un leadership inclusif, et pas d'un leadership qui vise la performance à tout prix. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, si on vise un leadership humain, social, en fait, on va avoir la performance. Parce qu'il y a différentes études qui démontrent d'ailleurs qu'un leadership plus humain va avoir 25% plus de performance. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Moi, quand je parle des chefs d'entreprise, c'est que je leur dis, voilà, en fait, c'est un business case positif. Si vous investissez dans vos gens, vous leur permettez d'être qui ils sont, donc selon le modèle open, donc ouvert, patient, empathique et naturel, ces personnes vont être plus performantes. Donc, en fait, elles vont être mieux dans leur travail. Et vous allez avoir des équipes plus créatives et plus performantes. Et ça, des études le montrent. Et donc, ça, c'est ce qui est génial. En quelque sorte, moi, quand je dois argumenter avec des chefs d'entreprise, c'est que si les personnes ont envie de faire du bien pour la société, elles vont le faire. Mais si leur objectif principal, c'est le profit, elles vont quand même le faire. Et moi, je ne parle pas des intentions des gens, je regarde les actes et c'est que les actes qui m'intéressent. Pour conclure, donc, on a besoin de personnes qui sont ancrées, qui savent qui elles sont, qui savent ce qu'elles veulent, qui connaissent leurs limites. Alors, si vous voulez travailler votre posture, votre impact et développer votre propre style de leadership, j'ai créé un programme spécial en ligne avec des séances d'accompagnement. Je vous mets le lien dans la bio et donc n'hésitez pas à me contacter et à partager cette vidéo. Merci.